Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. Alors, longue discussion avec Emmanuel Combes qui vient nous voir très régulièrement autour de la concurrence. Alors, pour le coup, c'est vraiment son sujet. Et puis, elle est dans l'actualité. Alors, je vais respecter l'ensemble des devoirs de réserve qu'il doit avoir, lui, en tant que vice-président, c'est ça, Emmanuel, hein, du Conseil de la concurrence sur TF1, M6, enfin voilà, mais toutes les questions autour du marché pertinent, de la concurrence. J'ai appris, grâce à toi, qu'une entreprise seule pouvait se faire concurrence, en fait. Que tu pouvais avoir une forte intensité concurrentielle avec une entreprise. Bon, voilà, on va raconter tout ça. Le prof d'économie est avec nous. Ensuite, alors, je vais vous rediffuser, mais parce que c'est vraiment intéressant. On est dans la tempête Bitcoin, voilà. Même si la tempête est en train de se calmer, d'ailleurs. Ce qui est là aussi, et je trouve très intéressant. Si ça se trouve, à travers ce crack, le Bitcoin est en train, en fait, de gagner ses lettres de noblesse de stabilité. Mais bon, parce qu'il est quand même assez relatif. Mais on va discuter, enfin vous allez réécouter la discussion passionnante que j'avais eue avec Pierre Noisa, qui est l'un des fondateurs de Paymium, qui est l'équivalent du fameux Coinbase, là, hein, dont tout le monde parle beaucoup depuis 24 heures, sauf que c'est l'équivalent français, c'est évidemment beaucoup plus petit. Mais enfin, il a été précurseur, hein, il a été un des premiers à monter une plateforme d'échange de Bitcoin. Derrière, ce qui m'intéresse, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le projet politique qu'il y a derrière le Bitcoin. Pierre en parle, il est inspiré là-dessus. Et donc ça vous permettra d'être d'accord, pas d'accord, si vous ne l'avez pas vu, autour de ce projet politique. Un peu complexe à comprendre quand même, mais enfin bon voilà. Et puis on terminera, alors beaucoup plus simple, l'entrepreneuriat autour du e-commerce, les formations e-commerce qui vont démarrer maintenant pour les commerçants. Voilà, ça nous fait un beau programme, c'est parti, c'est Bismart. Donc, Emmanuel Combes, le bouquin s'appelle La concurrence, voilà. Oui, on ne pouvait pas faire plus simple. Non, je précise, parce que c'est un vrai bouquin d'économiste quand même. Hein. Oui, mais d'introduction, hein, ça se veut très accessible. Ouais, ça se veut très accessible. Il y a des moments où j'ai relu 3 fois la page quand même. C'est vrai Ah bah oui, quand même. Hein tu devais être fatigué. Non, il y a des équations, il y a des schémas, il y a des symboles, il y a des trucs, il y a des machins. Mais c'est bien. Voilà. L'idée, je crois, hein, pour la première fois, c'est essayer d'expliquer quels sont les effets de la concurrence et les obstacles à la concurrence, qui sont des choses qu'on aborde relativement peu. Et puis, qu'est-ce que la concurrence ? Alors, qu'est-ce que la concurrence ? Écoute, il y a deux visions. Il y a la vision qu'on a tous, c'est la concurrence, c'est quand on est très nombreux, ce qui est juste dans certains cas. Ouais. Mais on peut aussi avoir une autre vision de la concurrence qui n'est pas antinomique, qui consiste à dire, en réalité, la concurrence en anglais, ça se dit competition. La compétition, c'est quand tu es seul à la fin, parce que tu as été meilleur que les autres. Donc ça n'est absolument pas antinomique. Hein, tu peux très bien avoir un cas de figure où tu as à la rigueur 100% de part de marché, tout simplement parce que ton produit est meilleur que les autres. Attends, meilleur, pas toujours meilleur. C'est là où on rentre dans... Et c'est... Alors tout le sujet, c'est à partir de quel moment tu as gagné la compétition parce que tu as innové. Voilà. Tu vas rester leader dans la compétition parce qu'on appelle des moyens illicites, des moyens qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle... Des loyaux. La concurrence... Alors, t'écoutes un chef d'entreprise, la concurrence est toujours déloyale. Mais par nature, elle est déloyale si tu entends par déloyale le fait qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Mais ça, c'est un petit peu la loi de la nature. Ouais. Par contre, une fois que tu as gagné la course et que tu es dominant, la domination en économie, d'ailleurs l'autorité de concurrence ne condamne pas les entreprises qui sont dominantes. Elle condamne les entreprises qui ont abusé de leur position dominante. Je vais prendre une image, un petit peu comme si tu avais gagné une course, tu as le droit de gagner la course, tu as même le droit de gagner plusieurs fois la course si tu es meilleur que les autres. Par contre, tu as une responsabilité particulière quand tu es le leader du marché, c'est de ne pas t'engager dans un certain nombre d'actions qui, du fait que tu es leader, sont considérées comme anticoncurrentielles. Exemple, je fais une vente liée, un accord d'exclusivité, c'est pas interdit de faire des accords d'exclusivité, heureusement, si, quand tu es en position dominante. Faire des remises à tes clients. Tu me diras, mais tous les chefs d'entreprise font des remises. Oui, mais quand tu es dominant, tu ne fais pas cela. On rentre dans un champ, là, Emmanuel, super intéressant. Et là encore, je respecte tout ton devoir de réserve, hein, mais on rentre dans un champ super intéressant parce qu'à ce moment-là, on quitte l'économie pour la politique. Oui, on quitte l'économie pour la politique, je suis d'accord. Politique de la concurrence. Politique, ça ne veut pas dire pour autant arbitraire. D'abord parce qu'il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence. On est quand même sous le... Regarde ce qui se passe avec la Commission européenne et Apple. C'est-à-dire qu'à un moment, alors tu as raison, il y a une jurisprudence, mais à un moment, tu te retrouves en frontal, pourtant sur des schémas, des équations, etc., en frontal sur l'interprétation de l'abus de position dominante entre la Commission européenne et la justice européenne. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour autant, je ne voudrais pas que ça donne le sentiment que ces fameuses règles du jeu sont des règles à géométrie variable. Et j'ai l'impression, moi. Non, ça fait quand même un siècle, et je vais même te dire quelque chose, quand tu regardes les pratiques les plus
connus des GAFAM, puisqu'ils sont quand même poursuivis et condamnés pour des abus de position dominante, pardon, c'est des abus, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour moi, c'est pas tout à fait nouveau. Prenons le cas d'Amazon. Respectons la présomption d'innocence, puisque pour l'instant, il y a simplement une notification de grief qui a été envoyée par la Commission. Que reproche la Commission Amazon? Non pas d'être dominant, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs, mais d'avoir utilisé sa position sur la place de marché pour en réalité faire de la concurrence à ses propres vendeurs. Ouais. Bah, excuse-moi, soit tu es dans la posture dans laquelle tu prends la Commission et tu les laisses vivre, mais tu peux pas être des deux côtés. Ça, c'est indéfendable. C'est des pratiques. Ça, c'est indéfendable. Parlons d'Apple, parce qu'on va aller sur ce qui va être passionnant là, sur le dossier TF1 M6 par exemple, c'est le marché pertinent. Je te le dis très franchement, Apple qui représente, je crois que c'est 19% aujourd'hui des smartphones installés, je trouve ahurissant qu'il soit poursuivi pour abus de position dominante. Alors tu as deux cas de figure. Quand ton marché dominant, quand ton marché pertinent, c'est quand même les smartphones aujourd'hui installés dans le monde. Ton marché pertinent, c'est ex ante. Quand tu n'as pas encore de téléphone, tu as le choix entre deux systèmes, Android ou Apple, ex ante. Ouais. Mais une fois que tu es entré dans un univers, tu as acheté un téléphone par exemple de marque Apple, tu veux télécharger une application de musique pour ne pas la nommer, tu n'as pas d'autre choix que d'aller sur l'Apple Store. Donc mais tu l'as fait en toute connaissance de cause, acheter ce téléphone Apple. Ça dépend comment tu raisonnes. Si tu raisonnes ex ante, oui, tu avais le choix entre deux applications, enfin deux systèmes. Une fois que tu es rentré dans l'univers, tu es quand même relativement loqué. Mais oui, mais ça peut pas être un individu le marché pertinent, parce que ce que tu me dis à ce moment-là, c'est que c'est moi le marché pertinent en fait. Le marché pertinent, c'est ma poche. Non, c'est sur toutes les personnes qui auraient, en parlant au conditionnel, pour rester quand même... Un téléphone Apple. Exactement. C'est ça le marché pertinent. Et donc le gars, il a créé ex nihilo, puisque tu me parlais de ex ante, il a créé ex nihilo une véritable mine d'or, où des orpailleurs, créateurs d'applications, j'en parlais comme ça il y a 7-8 ans, j'adorais ça, c'était exactement ça, se sont enrichis. Et maintenant, on viendrait lui dire cette mine d'or ne t'appartient plus. Voilà. Pas forcément. On va en changer les règles. Non, parce que c'est pas la même chose de dire quand je suis en monopole sur mon propre système d'exploitation. En réalité, je peux tout à fait sortir du marché. Regarde ce qui s'est passé en Italie. Je crois que c'est Google pour le coup qui a été condamné. Elle refusait de mettre dans son magasin d'applications l'application de son concurrent, je sais plus le nom de l'entreprise, qui servait à la mobilité des voitures. Tout simplement parce qu'elle a peur que ça fasse de l'ombre à quoi? À Google Maps. Ouais. Donc, en réalité, tu deviens en quelque sorte le gendarme de ton propre... en réalité, tu deviens tu es le gendarme de ton... Tu deviens ton régulateur privé. Tu deviens le régulateur privé. Mais oui, mais le régulateur privé, sur un seul segment de ce marché des smartphones. Sauf que, je reviens à mon point de départ, dans le cas de l'Italie, 75% je crois des Italiens ont Android, tu peux considérer que là pour le coup, donc ça dépend si tu te situes ex ante ou ex post, parce que ex post, excuse-moi, une fois que tu es rentré dans l'univers, tu es quand même relativement loqué. On va le dire autrement. Non, mais c'est ça qui est... Attends, parce que c'est ça qui est passionnant, Emmanuel, comme tout en économie. C'est qu'en fait, les équations sont là pour ouvrir un champ de débat absolument passionnant. Mais Nicolas, c'est pas nouveau, pardon. Nespresso a inventé la machine à café. Yes. Pour autant, a-t-elle le droit de ne pas rendre les capsules de ses concurrents compatibles avec sa machine? Au fond, c'est le même sujet. L'autorité de la concurrence a estimé qu'au motif que tu avais inventé une machine géniale, tu n'as pas le droit pour autant, ça outrepasse ton pouvoir, que dans réalité... Non mais j'ai adoré ce dossier parce qu'en l'occurrence, celui qui a contesté le premier Nespresso, c'est pas le petit innovateur dans son coin qui était, comme tu le décris très justement, par exemple bloqué sur la marketplace d'Amazon. Non, c'est Mondelez, c'est le roi mondial du café, qui en fait a une position beaucoup plus puissante que celle de Nespresso. Mais pas sur le marché des cafetières. Tu vois, tu peux pas. Je me suis dit, mon Dieu, je comprends plus rien à ce sujet. Non, il faut que tu distingues l'écosystème de base tu es en monopole sur ton propre système, et ensuite tu dois avoir une concurrence pour tous les produits complémentaires. Sinon, c'est logique. Surtout que tu as des coûts. Attention. Stéphane, tu as des coûts de transfert. C'est pas la même chose dans l'automobile. Si tu es pas content de ta Renault, tu la revends et tu vas acheter, je sais pas, une Toyota. Là, d'abord, le choix est quand même assez étroit. Tu as le choix entre Apple et l'univers Android, premièrement. Et puis, tu as quand même des effets de ce qu'on appelle des switching costs qui sont extrêmement élevés. Il faut non seulement racheter ton matériel. Oui, bien sûr, si on parle de télécom. D'où derrière la question aussi de la portabilité, le fait qu'une nouvelle application puisse facilement rentrer. C'est tout l'enjeu du Digital Market Act en Europe, qui consiste à dire, attention, il faut qu'il y ait une concurrence sur les services. Alors, donc concurrence, mécanisme d'élimination des rentes injustifiées. Oui. Voilà ce que tu écris en toutes lettres. Et donc, le moment est de détecter
quand la rente devient injustifiée. Voilà. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il est légitime que l'innovateur bénéficie d'une forme de protection pendant un moment. Voilà. Mais il l'a de toute façon par la loi avec le brevet. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet sinon une protection temporaire? Et au-delà du brevet, c'est mérite. Enfin, quelqu'un qui vend des produits meilleurs que les autres, on ne va quand même pas le lui reprocher. Alors, Emmanuel, la concurrence pure et parfaite, parce que c'est ça la concurrence pure et parfaite, et tu dis il faut qu'il y ait libre entrée, libre sortie. Bah, tu as des marchés où il y a libre entrée, libre sortie. Le transport aérien, tu veux rentrer sur l'aéroport de Bordeaux, tu déposes un plan de vol, des règles de sécurité et tu rentres. Mais dis donc, il faut acheter des avions. Non, tu les loues à la journée. C'est fascinant. Tu as toujours un coût d'entrée minimal. Je te rappelle que dans le transport aérien, comme par hasard, les marges sont quand même proches de zéro. Ou alors, tu as un business model qui est surperformant, qui s'appelle le low cost. Libre entrée, libre sortie. Homogénéité des produits. Oui. Mais oui. Bah, le transport aérien aujourd'hui, même chose. Tu vas aller de Bordeaux à... Grand nombre d'acteurs. Oui. Et peut-être le plus important, pas d'asymétrie d'information. Ça, c'est le point dans le bouquin que je développe beaucoup. Ah, mais ça, c'est formidable. Parce que c'est super intéressant. En 2 mots, en réalité, quand tu fais tes courses autour de chez toi, tu as 4 magasins, j'ai fait l'expérience. Et les prix ne sont pas les mêmes pour les mêmes produits. Exactement les mêmes produits. Normalement, tu devrais faire tes courses dans un magasin, puis aller dans le second, puis dans le troisième, puis dans le quatrième. Tu ne le fais pas parce qu'il y a un coût de recherche d'information qui s'appelle le coût de transport. Ouais. Et finalement, tu achètes tout au même endroit et tu te fais un petit peu avoir. Donc dès lors que tu as une asymétrie d'information, celui qui vend, il a un pouvoir de marché sur toi. Lui, il sait. Ben oui, il sait surtout quels sont les prix dans la zone de chalandise. Il sait que tu ne te déplaceras pas. Donc un des enjeux, c'est d'augmenter la diffusion de l'information. C'est ça. Un exemple passionnant, en Israël, le gouvernement a imposé non pas la vente en ligne des produits, mais l'affichage obligatoire des prix des supermarchés sur Internet. Juste l'affichage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les prix des produits absolument identiques se sont alignés à peu près au même niveau. Tout simplement parce que... C'est ce qui s'est passé avec le drive d'ailleurs. Exactement. Alors le risque après de ça, c'est que si tu fais ça avec l'essence et que tu as 2 opérateurs, c'est qu'en fait, comme l'information devient transparente, ils peuvent s'entendre plus facilement sur les prix. Donc attention, parfois des bonnes idées peuvent arriver à des situations anormales. Mais tu as raison, les coûts de recherche d'information, j'irai même plus loin, Stéphane, les coûts psychologiques. Suppose même que tu peux changer. Tu ne le fais pas. Parce que le biais de statu quo, je le ferai demain. Je vais changer d'opérateur bancaire. Je verrai plus tard. Ouais. Il y a aussi le biais de myopie. Es-tu le meilleur juge de ce qui est bon pour toi ? Tu vas avoir tendance à surestimer. C'est l'histoire des salles de gym. On prend toujours le forfait parce qu'on pense qu'on va faire de la gym. Le forfait qui nous est en réalité désavantageux. Donc le consommateur, en plus, il n'est pas forcément éclairé. Donc si tu veux, la concurrence, c'est pas un truc naturel. Il y a des obstacles à la concurrence, des obstacles informationnels et des obstacles psychologique. Et ce que tu expliques très bien, c'est qu'en plus il y a, et c'est ça aussi qui est merveilleux avec l'économie, c'est que c'est du mouvement. C'est-à-dire tu as une position de structure à un moment M, et puis ensuite tu as une dynamique. C'est tout l'enjeu. En réalité, c'est ça qui va changer les paramètres en permanence. En réalité, s'il fallait résumer, je dirais presque que la concurrence, c'est très schumpeterien, c'est l'alternance de phases de monopole et de phases de concurrence pure et parfaite, une fois que tu es imité. Il n'y en a jamais... Enfin, et tu le dis d'ailleurs, il n'y en a jamais de la concurrence vraiment pure et parfaite. Non, il n'y en a jamais. Il y a toujours, notamment la symétrie d'information, c'est compliqué. Mais tu peux avoir de l'imitation. Regarde sur les smartphones, après tout, tu n'as certes que 2 systèmes d'exploitation, mais tu as plein de producteurs de smartphones. Donc tu as quand même ça, tu as l'imitation. Et puis tu as quand même cette idée que tu vas t'endormir. Il y a une sorte de darwinisme, tu vas t'endormir sur ta rente, qui de rente de monopole va se transformer en rente, enfin de rente d'innovation va se transformer en rente de monopole pur. Hein. La meilleure vie d'un monopole, comme le disait John Hicks, prix Nobel, c'est la vie tranquille. Puis un jour, tu te réveilles et tu t'aperçois que tu as été disrupté. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la disruption ? C'est finalement une nouvelle forme de concurrence. Et moi, je crois à Schumpeter, à cette idée qu'en réalité... Mais alors, attends, je reprends, parce qu'il y a l'intérêt du consommateur derrière. Hein, et il y a, alors, parce qu'il faut poser cette question-là quand même, autour de la Commission européenne, historiquement, se place en défense du consommateur. Et on lit partout, mais je voudrais ton avis, qu'elle est en train de changer sa politique pour créer des champions. C'est-à-dire trop de concurrence, à un moment en fait, desservirait d'une certaine façon le consommateur parce qu'il perdrait une forme de souveraineté ou parce qu'on rentrerait dans un champ politique. Enfin, comment est-ce que tu... Moi, j'y crois pas trop. Tu vois ces choses-là. J'y crois pas trop à cette idée qu'il y aurait une sorte d'optimum de concurrence et qu'il ne faudrait pas en faire trop. En réalité, d'abord, quand on dit que l'Europe défend le consommateur, c'est pas vrai. Elle défend l'acheteur.
L'acheteur, c'est souvent une entreprise. Donc en réalité, défendre la concurrence, c'est défendre aussi l'entreprise qui achète des produits intermédiaires à un prix qui est relativement faible. Donc attention à cette image d'Épinal, les consommateurs d'un côté, les producteurs. Moi, je dis souvent les cartels. Les cartels, la victime des cartels, c'est pas des consommateurs. Quand tu vois les grands cartels, c'est des cartels sur des produits intermédiaires. Donc défendre la concurrence, ça n'est pas défendre le consommateur, c'est défendre l'acheteur, premièrement. Secondement, les travaux te montrent, notamment les travaux de Philippe Aghion, que dès lors que tu es arrivé à la frontière technologique, ce qui est le cas de la France et de l'Europe, en réalité, plus de concurrence, c'est ce qui t'incite à innover. Il n'y a rien d'autre que de mieux que la concurrence pour innover. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut que de la concurrence. Il faut aussi de la concurrence. Ça n'est pas antinomique avec le fait que tu aies, par exemple, des aides, de la recherche-développement, des aides publiques. L'un n'empêche pas l'autre. Mais l'idée qui est de dire qu'il y a trop de concurrence et c'est pour ça qu'on n'a pas de champions nationaux, je pense qu'en réalité, on a trouvé le bouc émissaire idéal. Le problème de l'Europe, c'est pas qu'on a trop de concurrence, c'est qu'en réalité, on n'a pas assez d'innovation radicale. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Moi, je le dis souvent, en fait, il ne faut pas choisir entre la concurrence et l'innovation. Il ne faut pas choisir entre la politique de concurrence et la politique industrielle, il faut les deux. En fait, Thierry Breton, il ne veut pas déshabiller la politique de la concurrence. Il veut rajouter de la politique industrielle. On a besoin des deux. Je te le résume avec une image. Politique d'innovation, je finance les innovations du futur, mais pas en désignant le vainqueur à l'avance. Ça ne marche pas, ça. De dire c'est toi qui seras le Elon Musk, ça ne marche pas. C'est je mets de l'argent sur la table. Regarde ce qu'a fait la DARPA ou la BARDA. Hein. Je mets plusieurs milliards sur la table. Qui veut y aller ? On met de la concurrence. Mais la concurrence est un moyen, ça n'est pas une finalité, Stéphane. Tu ne crois pas si bien dire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec la NASA qui a décrété qu'en fait Elon Musk allait être le vainqueur de la course à la Lune, et à un moment, justement, le système américain dit non mais attendez les gars, c'est pas possible. Et le vaccin et le vaccin. Les choses... Non, mais là, pour le coup, la NASA a bloqué. Même chose, dans le vaccin, la BARDA a donné 10 milliards, si je ne dis pas de bêtises, de dollars à 7 laboratoires. Alors, il y en a un qui a gagné, qui s'appelle Moderna. Ouais. Mais il y a bien l'idée que la concurrence est un moyen. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette opposition un peu factice entre concurrence et champion. Alors, la concurrence, elle fait des champions. Vite. Il faut aller aussi au grand truc qui est la concurrence détruit l'emploi. Alors, c'est en effet l'image qu'on a tous spontanément. Elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas juste non plus. Forcément que la concurrence détruit l'emploi, puisque un nouvel entrant va prendre la place de celui qui était déjà là. Sauf qu'on oublie les effets indirects. Ouais. Premier effet indirect, l'entreprise installée licencie, mais celui qui rentre, il embauche, premièrement. Sauf s'il est en Chine. C'est vrai. Et puis celui qui rentre, en général, il est plus efficace, sinon il ne serait pas rentré. Comme il est plus efficace, il y a un effet en économie, il baisse les prix. Comme il baisse les prix, ça augmente les quantités. Tu regardes ce qui s'est passé dans le transport aérien. Il y a eu un choc que personne ne soupçonne, qui s'appelle le low cost. C'est un choc d'une violence absolue. Hein. Tu regardes le nombre d'emplois dans l'écosystème du transport aérien, 1996, ouverture du ciel, et tu reviens en 2016, ça n'a pas bouger. Donc ça. Attention, tu as les effets directs mais attends, et tu as les effets indirects. Tu dis l'emploi direct dans le transport aérien est resté quasi stable, mais comme tu as eu baisse des coûts, j'allais y venir. Il y a plus d'argent pour le tourisme. Exactement. Et en fait, qui a gagné de l'emploi ? Les restaurateurs, les hôteliers. Tu sais, l'économie, c'est l'art du visible et de l'invisible. Hein. J'aime bien cette formule-là. Donc attention, ceci étant... Frédéric Bastiat, ceux qui se voient, ceux qui ne se voient pas. Ceci étant, Stéphane, ça veut dire aussi que la concurrence, pour moi, là je fais un peu de politique, elle n'est acceptable qu'à partir du moment où il y a de la sécurité sur les personnes. La concurrence, c'est de la turbulence. C'est des personnes qui vont perdre leur emploi. Mais ce qui est grave, c'est pas de perdre son emploi, c'est de ne pas en trouver un autre. Donc pour moi, pas de concurrence sur le marché des produits si de l'autre côté, il n'y a pas un système un peu à la suédoise de flexi-sécurité. Sinon, la concurrence n'est pas acceptable socialement. C'est là où on rentre, mais alors je savais que de toute façon, on n'aurait pas assez de temps. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant, si je prends l'exemple de l'industrie chinoise et de l'industrie usine du monde, c'est qu'effectivement, derrière, c'est des gains de pouvoir d'achat considérables pour les consommateurs européens, pour les consommateurs français, donc des transferts vers d'autres activités. Simplement, tu perds des emplois industriels pour gagner des emplois de service. Exactement. Et là, c'est la qualité d'emploi qui n'est pas la même. Voilà, ce que les Américains appellent les union jobs, c'est-à-dire que à un moment, effectivement, là, tu as une distorsion qui fait que c'est là où la régulation doit entrer en ligne de compte. Exactement. Et dès lors que tu es victime de concurrence déloyale, pour revenir sur la Chine, là, ça a un sens, le terme de concurrence déloyale. C'est la lutte contre les subventions publiques. Hein, tu sais que Thierry Breton veut légiférer sur ce point. C'est également la lutte contre les pratiques de dumping. Donc attention, la concurrence, ce que je voudrais, c'est un message important, c'est pas la guerre de tous contre tous sans règles du jeu. Je veux dire, d'abord, la concurrence, c'est des règles du jeu. Hein, le same level playing field. Et secondement, et j'insiste vraiment là-dessus, Stéphane, ça n'est acceptable pour moi que dès lors qu'il y a un système social extrêmement généreux qui favorise les transitions. Je vais le dire autrement. Ça me gêne parfois quand on dit la concurrence, c'est le modèle anglo-saxon. Non, il y a deux modèles. Il y a le modèle anglo-saxon où tu te débrouilles et puis il y a le modèle des pays nordiques. Dans les pays du Nord,
il y a beaucoup de concurrence. Ce sont des pays extrêmement riches, justement parce qu'il y a beaucoup de concurrence, ce qui n'exclut pas tout ce système de flexi-sécurité. Protégeons les personnes plutôt que les emplois. Donc attention, la concurrence, elle n'est pas désincarnée, elle s'inscrit dans un écosystème et tu peux pas demander aux gens de mettre plus de concurrence si de l'autre côté, tu leur dis pas qu'il y a un minimum de sécurité. Alors je veux finir avec un chiffre dingue. Je sais que j'ai suivi le secteur de télécom, je ne connaissais pas ce chiffre. Donc l'arrivée de Free, Télécom, a rendu 4,5 milliards d'euros aux consommateurs sur la période 2012-2014. Oui, 4,5 milliards d'euros. Non, mais c'est un plan de relance, 4,5 milliards d'euros sur 2 ans. C'est Montebourg, je crois, qui avait dit à l'époque que la plus grande, celui qui avait fait le plus pour le pouvoir d'achat, c'était l'entrée de Free Mobile. Mais c'est assez logique. Il a changé d'avis, Montebourg. On revient à ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tu as gagné en moyenne 5 à 6 euros sur ton forfait. Alors tu pourrais me dire 6 euros par mois. 6 fois 12 mois, déjà, ça fait 70 euros. Et tu multiplies par le nombre de personnes qui ont un abonnement de téléphone portable. On revient toujours sur cette idée, le visible et l'invisible. On a l'impression que c'est rien. En réalité, c'est phénoménal. Le gain de pouvoir d'achat de la Chine, ça a été fait sur les États-Unis par Xavier Jaravel. On arrive, je crois, à 1000 ou 1200 $ par an, par ménage. Alors, tu donnes un chiffre. Alors, justement, mais on a 2 minutes, parce que chaque emploi détruit amène un gain de pouvoir d'achat aux États-Unis de 400 000 $. Mais c'est 400 000 $ sur quoi? Sur l'année, par an. Par an? Mais oui, mais bien sûr. Mais tu vois, tout ça, on le voit pas. C'est la qualité des produits. Tu vois, c'est en gros l'image de Patrick Artus. On a vidé les campagnes pour remplir les usines. Maintenant, on vide les usines pour remplir les McDonald's. C'est-à-dire la qualité d'emploi n'est pas la même. Sans doute. Là, tu abordes le vrai sujet. Ouais, c'est ça. Mais ça va pas être, à mon avis, un débat sur la quantité d'emploi. Non. Sur la qualité, sur la qualité, ben oui, mais derrière, c'est vrai. C'est les gilets jaunes. C'est-à-dire derrière, ce sont les salaires. Derrière, c'est les gains de productivité. Derrière, c'est l'innovation possible. Oui, mais à ce moment-là, tu peux aussi tomber dans l'autre monde. Prenons le contrefactuel, le monde. L'autre monde, c'est un monde qui serait donc plus fermé, où tu n'aurais pas les gains de pouvoir d'achat, tu aurais tendance quand même à t'endormir sur ton marché, évidemment, tu vois. Évidemment. Ah non, mais évidemment. Donc attention, j'entends ton point, qui est de dire il y a un problème de qualité de l'emploi, plus que de quantité. Tu as raison, et je l'aborde dans le livre d'ailleurs. Oui, non, mais tu l'abordes parfaitement. Voilà, on a fait le tour. Hein. On a à peu près tout vu. François Lévesque, qui est venu nous voir, l'économiste, qui a écrit un bouquin très intéressant sur les entreprises hyper puissantes, juste en conclusion, il dit c'est quand même la concurrence, les mécanismes de concurrence qui amènent aujourd'hui cette hyper-domination d'un certain nombre d'entreprises. Ça n'est pas antinomique. Voilà. Ça n'est pas antinomique. Ouais, simplement, il faut t'assurer que le jeu reste toujours ouvert. Personne ne reproche à Google d'avoir 92% de part de marché sur son moteur de recherche. Par contre, quand on a 92% de part de marché, il y a un certain nombre de pratiques. Donc tu vois, il y a toujours cette idée que la concurrence, c'est des règles. La concurrence s'inscrit dans un cadre. Tu sais, c'est comme au foot. Hein. Tu joues pas au football sans un arbitre et sans des règles du jeu. C'est exactement la même chose en économie. Donc moi, je crois beaucoup au couple marché-régulateur, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Attention, le régulateur ne doit pas jouer à la place des joueurs. Mais il doit sortir le carton rouge lorsque c'est nécessaire. Avec TF1 M6, ça m'intéresse énormément. Le marché pertinent, voilà, on va retomber sur le marché pertinent. Ça va être un magnifique sujet. Le Bitcoin, donc maintenant, les amis, et le fondateur de la première plateforme d'échange de Bitcoin en France, c'était il y a des années, qui était venu nous voir au mois de février dernier. Et on démarre donc avec le Bitcoin. Pierre Noisa est avec nous. Bonjour Pierre Noisa. Bonjour Stéphane. Alors, entrepreneur de la première heure du Bitcoin, Pierre. On peut dire ça, puisque c'est en 2011 que nous avons démarré Paymium, et on était parmi les toutes premières plateformes à proposer d'acheter et de vendre du Bitcoin sur un site internet à l'époque. Donc vous êtes multimillionnaire, Pierre. Alors, je ne parle pas de mes finances personnelles, mais vous savez que vous savez que c'est un placement qui a connu un succès exceptionnel. C'est un peu comme si vous aviez acheté des actions Google. Si vous en avez acheté en 2011 sur ma plateforme, c'est un peu comme si vous en aviez acheté des actions Amazon ou Google à leur introduction. Pas plus que ça. Si, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens dont je peux dire que j'ai changé leur vie parce qu'ils ont investi dans Bitcoin. Oui, mais ils ont investi. Mais alors, c'est toujours le problème avec ces trucs-là. Parce que là, je veux discuter de l'entrepreneur, puis après, on va peut-être s'écharper un peu sur le projet. Mais c'est toujours le problème, c'est quand vendre, quand ça monte à cette vitesse-là. C'est-à-dire, vous avez passé... Alors, il se trouve que
c'était votre associé à l'époque, il ne l'est plus aujourd'hui, mais j'ai peut-être été le premier à faire une interview de Pemium. Tout à fait. Vous avez été le pionnier dans le domaine des médias, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ah mais non, et puis moi, aux États-Unis et en France, vous étiez le seul, je crois, vraiment à inviter un entrepreneur à l'époque. J'avais des gars qui me racontaient un truc, j'y comprenais rien, mais ça, on en reparlera après, parce que j'ai toujours pas compris cette partie-là. Mais en revanche, effectivement, mais le sujet, c'est, vous avez géré ça au fil de l'eau Non, parce que moi, ça m'intéresse quand même de savoir si l'entrepreneur, il a réalisé une partie de ses actifs. Alors, Pemium, la société Pemium a acheté des bitcoins en 2012, pour vous donner un exemple. Et effectivement, on n'a surtout pas vendu, évidemment, plus de bitcoins que ce dont on avait besoin pour financer l'entreprise. Et aujourd'hui, ça continue à nous financer, évidemment. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un atout qu'on a eu, enfin, aussi une certaine clairvoyance, on va dire, pour acheter des bitcoins à l'époque. Mais Pierre, vous imaginiez, 2011, vous imaginiez 50 000 $ le bitcoin? Non, honnêtement, j'avais écrit en 2011-2012, Bitcoin, ça va valoir un jour 600 €. J'ai dû écrire un truc comme ça. C'est ça. Et à l'époque, je me disais, non, j'exagère un peu, mais je vais me lâcher, je vais écrire ça. et bon, effectivement, je l'ai écrit cet article en 2011. Et pour la petite histoire, j'ai dû mettre 6 mois à le publier parce que personne n'en voulait de l'article en question. Et ça a finalement atterri sur la newsletter d'une école que j'ai fréquentée, mais avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que même en parler à l'époque, c'était tellement, je dirais, un peu extraterrestre comme invention, comme nouvelle technologie, que les gens soit n'y croyaient pas, soit ça les sortait vraiment de leur zone de confort. Donc finalement, on n'en parlait pas. Mais c'est le mot. Par quelques bouts qu'on prenne ce sujet, et on va aller après sur la monnaie, ça sort de la zone de confort. Et moi, il y a un truc qui me bluffe, le truc le plus dingue, ce qu'on ne peut pas retirer à la technologie Bitcoin finalement, c'est que ça tourne encore. Exactement. Et depuis 10 ans, avec un taux de disponibilité, comme on dit en informatique, proche de 100%. Donc, c'est un programme qui a été écrit quelle année? On sait quelle année il a été écrit? Eh bien, écoutez, il a commencé à tourner en janvier 2009, donc il a été écrit forcément en 2008. Donc c'est vrai que... et c'était les premières versions. Ça n'a fait que s'améliorer depuis, évidemment. Mais, et tout ce qui était écrit à l'époque se réalise, c'est-à-dire... Ah oui, il n'y a pas eu de faille technologique de sécurité, il n'y a pas eu de faille de gouvernance, puisqu'on a réussi à mettre à jour le logiciel au fil de l'eau pour l'améliorer, et il s'améliore chaque année. Ça explique aussi sa progression, bien entendu. Il n'y a pas que la spéculation, comme on l'entend parfois. Donc c'est vrai que c'est, du point de vue de l'ingénieur que je suis, c'est une réussite exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y a un équivalent, en fait. Je réfléchissais à cette interview, je ne sais pas s'il y a un équivalent. Je ne pense pas, parce que... C'est le programme Apollo, enfin c'est des trucs comme ça. Non, mais vraiment, c'est cette dimension-là, dans le génie humain pour concevoir le truc. Je pense qu'on peut le dire, du point de vue de l'ingénieur, en tout cas. Oui, voilà. Après, ça touche aussi, comme vous le dites, à quelque chose de fondamental, parce que c'est la monnaie, et les gens ont un rapport à la monnaie qui est proche de celui qu'ils ont avec la religion. Non, mais ça, on va en parler après. Restons sur l'entrepreneur. Par rapport aux autres cryptos, Bitcoin, enfin, est-ce que ça a une place particulière, un protocole particulier? Oui, tout à fait. Parce que les autres cryptos, si vous voulez, moi je les ai vus arriver forcément, puisqu'en 2011, il n'y avait que Bitcoin. Alors on a vu arriver Litecoin, par exemple, qui est un pur clone de Bitcoin, qui s'est positionné, si vous voulez. Alors, le problème des altcoins, c'est qu'il y a des fausses promesses derrière. Alors par exemple, Litecoin, dont je peux parler, sa promesse dit Bitcoin c'est l'or et nous on va être l'argent. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, sauf ce qui veut vraiment rien dire. Parce qu'on ne peut pas transposer l'aspect étalon monétaire de Bitcoin dans les monnaies métalliques. Il y a des analogies, bien entendu, parce que Bitcoin est aussi conçu comme un étalon monétaire. Il y a même des gens qui ont écrit des livres sur Bitcoin monétaire. Donc on peut dire que c'est un étalon monétaire, mais ça n'a pas les mêmes dire, mais vous pouvez essayer de en le devenir. dire. Voilà, c'est un étalon monétaire en devenir. Et c'est vrai qu'il y a des analogies fortes avec la monnaie métallique, l'or, mais comme toute analogie, ça... D'ailleurs, là, j'ai vu, c'est 1 kilo d'or, d'ailleurs, un Bitcoin. Là. Il y a eu un moment là où ça s'est équilibré sur quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Le lingot d'or, oui, je crois qu'il y a des seuils psychologiques comme ça. J'ai vu que... Alors, Coinbase, c'est l'équivalent de Pemium aux États-Unis Alors, c'est l'équivalent de Pemium aux États-Unis, mais avec les financements américains. C'est-à-dire que contrairement à nous qui avons levé, si vous voulez, de l'ordre de 1 million, enfin 3 millions si j'additionne tout ce qu'on a levé en capital ou en crédit, Coinbase a dû lever 800 millions. Mais voilà. Pierre, donc c'est la même chose, vous n'avez pas besoin, mais avec un financement américain. Vous avez des bitcoins, vous n'avez pas besoin. Vous avez raison, d'une certaine manière, on n'en a pas besoin. Et Bitcoin que vous avez acheté 10 centimes. Aujourd'hui, on a de la trésorerie, on n'a pas besoin de se financer pour la trésorerie. Par contre, ça donne des moyens quand on lève 800 millions. Si on me donne 800 millions, croyez-moi, je saurais les utiliser pour mouvoir Pemium. Mais, je connais une entrepreneuse qui a des actions Apple à 7 $.
Voilà, c'est Donc quelqu'un de clairvoyant. C'est quelqu'un de clairvoyant. Vous achetez un bateau en faisant une action. Il y a de quoi faire avec. Bon, mais est-ce que vous gardez... Alors non, Coinbase, pourquoi j'en parlais? Parce que j'ai vu qu'il préparait une entrée en bourse avec une valorisation à 25 milliards de dollars. Oui, ça ne me surprend pas. Mais Paymium aujourd'hui, c'est une... Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes précurseur, vous gardez des barrières à l'entrée, vous gardez des coûts d'avance, vous gardez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, vous pesez sur le trafic du Bitcoin aujourd'hui? Non, pas à l'échelle mondiale, il faut être honnête, non. En France, on représente un acteur significatif pour tous ceux qui préfèrent trader sur une plateforme. 170 000 comptes, hein, vous remontez. On est plutôt à 220 000 maintenant. Ah, mais il faut mettre à jour les sites internet, les mecs. C'était peut-être à l'époque de notre dernière. Non, j'ai été voir ce week-end. Hein, D'accord. On est en général assez prudent dans nos chiffres et on communique assez peu dessus. Mais aujourd'hui, on est plutôt à 220 000 comptes. Et c'est vrai que ça progresse chaque année. Et la techno progresse. Notre plateforme est de plus en plus performante aussi. Donc, on peut dire qu'on ne pèse pas peut-être sur le marché mondial, mais en France, on est le seul acteur place de marché en tant que tel. Il y a beaucoup de brokers qui utilisent des plateformes étrangères. Ouais. On est la seule infrastructure de marché, je dirais, basée en France et made in France. Donc ça compte, je pense. Et c'est vrai que c'est un peu notre spécificité. Ce qui fait que nous, qu'on est un peu unique, parce qu'on est aussi dans un environnement réglementaire en France qui est particulier. Comme vous savez, les Français ne sont pas les plus légers avec la régulation sur les services financiers. Il y a des places financières comme Londres et Luxembourg. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que... Enfin, il y a tout un protocole on est très surveillé. De papier à faire signer. On est très surveillé. Il y a encore des banques françaises, si vous voulez, qui déconseillent à leurs clients, en leur écrivant de ne pas investir dans Bitcoin. Mais ça, elles ont raison, ça, Pierre. Mais on va en parler. Oui, c'est un conseil avisé, si vous voulez. Elles ont raison. Ça veut dire qu'il y a encore des banques françaises raisonnables, vous me rassurez. Elles devraient dire aux gens, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ouais. Ceux qui ont fait la démarche de comprendre ce que c'est, d'étudier ce que c'est, et qui, dès lors, décident d'en acheter, devraient pouvoir disposer librement de leur épargne disponible. Bon, alors allons-y. Le vrai sujet, quand même. Parce que ça fait... j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Alors, j'ai été vous lire. Je vais vous lire, quand même. Hein. Bon. L'idéologie du mondialisme vassalise les acteurs économiques non financiers qui, parce qu'ils n'obtiennent pas de prêts dans les mêmes proportions que les financiers, ne reçoivent qu'une petite fraction de la création monétaire totale. Oui. Alors ça, c'est une critique de ce qu'on appelle la monnaie dette. C'est-à-dire l'euro, le dollar, qui sont ce qu'on appelle la monnaie dette. C'est-à-dire qu'elle est créée, elle est émise par le crédit. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, c'est un crédit qui permet la création de richesse. C'est ça, exactement. Donc le crédit, c'est quoi? C'est gager un peu l'énergie future produite par l'emprunteur qui va rembourser. Donc on est sur une sorte de capture de l'énergie future. Avec les monnaies valeurs comme l'or... Mais vous n'êtes pas sur une capture. Vous lui donnez son potentiel. Non, il doit le rembourser. Non, il y a... Mais évidemment qu'il doit le rembourser. Voilà, donc c'est pas un don. C'est pas un don, en aucune manière. Il y a de dons. Justement, il y a une attribution... Vous lui permettez... Voilà, on lui donne de la liquidité. D'exprimer ce potentiel. Alors, bien entendu, je ne remets pas en question le principe de la monnaie dette. Ce que je remets en question, c'est le monopole de la monnaie dette, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème que ça pose, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser cette monnaie euro ou dollar, et qu'effectivement, elle est distribuée de manière très, on va dire, discrétionnaire et arbitraire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire distribuée de manière discrétionnaire et arbitraire? C'est tout le problème, c'est qu'on laisse aux banquiers, si vous voulez, le soin de décider quels sont les bons projets et quels sont les projets qui ne doivent pas être financés. Or, je ne pense pas que ce soit aux banquiers, en l'occurrence, de décider. Je pense que c'est l'intérêt général, ce n'est pas eux qui en détiennent les clés. Alors, justement, qui va porter le risque dans l'économie? S'il n'y a plus de monopole, s'il n'y a plus de monopole, si vous voulez, il n'y a plus cette espèce de dictature du pouvoir bancaire qui décide arbitrairement de quel projet est financé et quel autre ne l'est pas. Mais comment ça? Donc c'est la pluralité monétaire. C'est le pluralisme monétaire qui va permettre de sortir... Pierre, je ne comprends pas. Stop, je ne comprends pas. À un moment, on a monté cette chaîne. Oui. Voilà. À un moment, il y a quelqu'un... un organisme qui nous a prêté de l'argent. Tout à fait. Et des millions pour monter cette chaîne. Et vous auriez pu faire autrement, Stéphane. Vous auriez pu faire en Bitcoin. Une émission. Non, vous auriez pu émettre une monnaie qui soit représentative de votre communauté, que votre communauté utilise, à laquelle vous donnez une utilité à travers des usages que vous créez, de nouveaux usages, autour de Bismart, etc.,
ça s'appelle de plein de façons en marketing, et vous avez votre propre monnaie. C'est le principe des émissions monétaires qui ont eu lieu en 2018. Où il y a eu une grande vague de tout ça en 2018. C'était très embryonnaire, expérimental, maladroit. Je pense qu'il faut rationaliser ça, mais il n'y a aucune raison, si vous voulez, que vous ne puissiez pas financer un projet comme Bismart par l'émission d'une monnaie. La seule raison, c'est qu'on vous l'interdit, qu'il y a un monopole monétaire qui vous contraint très fortement. Mais ça ne me contraint pas, c'est hyper simple. Alors, ça me donne la possibilité de le faire. Mais c'est simple pour un boulanger qui s'installe, c'est simple pour quelqu'un qui veut acheter un appartement. Après, c'est juste un rapport rendement-risque. Vous n'allez pas... Bitcoin ne peut pas annuler le risque. Non, je suis d'accord avec vous. Vous avez raison, dans le grand principe, ça marche. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que ça ne marche jamais, la monnaie crédit. Il y a simplement des dysfonctionnements qui sont liés au monopole. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire qu'il faut arrêter d'utiliser l'euro. Au contraire, je pense que l'euro et Bitcoin doivent coexister. Je dis simplement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le monopole. On doit revenir à un pluralisme monétaire pour avoir d'ailleurs une vraie démocratie, parce qu'entre nous, qui décide quel parti politique est financé, ce sont des banquiers. Je ne vois pas pourquoi. Non. Ben si, c'est ça la réalité. Il y a des partis politiques qui doivent aller qui ne sont pas financés de manière équitable. Non, mais Pierre, c'est anecdotique. C'est un exemple. Oui, mais anecdotique. Pas vraiment anecdotique. Non, moi, ça aboutit à l'élection d'un décideur. Mais déjà, vous apportez une réponse. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas contre les autres monnaies. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est dans certains écrits, ça l'est quand même. Oui, pour certaines On est d'accord. Il faut mettre à bas les banques centrales. Alors, encore une fois, c'est leur monopole. Ce n'est pas les banques centrales en tant que telles. C'est le fait qu'elles... Non, mais si vous mettez à bas les banques centrales, vous détruisez les monnaies qu'elles portent. On est d'accord. Exactement. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout le propos. Je pense que les banques centrales ont une légitimité à exister. Le réseau euro, pour moi, c'est une crypto-monnaie, l'euro. C'est comme les autres, je dirais. C'est ce qu'on appelle un stablecoin dans notre jargon, c'est-à-dire une monnaie qui est conçue pour assurer une inflation limitée, donc avec très peu de volatilité. Ouais. Ça, c'est le smart contract, si vous voulez, de l'euro. C'est le mandat, finalement, de la BCE, d'ailleurs. C'est écrit dans tout à fait. Donc, elle a une utilité. Les stablecoins ont une utilité, tout à fait. C'est légitime, c'est utile. Mais Bitcoin a une autre utilité, qui est celle de service d'étalon monétaire. Donc, effectivement, en ce moment, par exemple, de révéler la dilution de l'euro avec la création monétaire massive qui a lieu, qui explique la montée du Bitcoin, ce que moi j'explique comme la baisse de la valeur de l'euro, puisque je vois Bitcoin comme un étalon monétaire. Mais appuyé sur quoi ? Sur un réseau qui est un réseau mondial. C'est comme la même question. Je lis effectivement l'euro, le dollar et tout, cette monnaie qui ne repose sur rien. 200 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire monétaire, lever des impôts, la force d'un État, la force publique, les patrimoines publics. En France, 2000, 3000, 5000 milliards de patrimoine public. Aux États-Unis, je ne veux même pas chiffrer ça. Bon, ben voilà, c'est du sous-jacent, comme on dit. C'est du collatéral. Voilà. Alors, Bitcoin repose sur quoi ? Alors, Bitcoin, c'est clairement un réseau. C'est d'abord un réseau, donc un réseau informatique, c'est des machines, c'est du logiciel, c'est des gens. C'est exactement comme Facebook, si vous voulez. On peut avoir exactement la même question sur Facebook. Facebook, ça repose sur quoi l'action Facebook ou l'action Google ? Il y a certes des revenus publicitaires, mais le sous-jacent, le collatéral, si les revenus publicitaires sont affectés, on revient à quoi ? On revient à du logiciel, des machines, des gens. Oui, enfin, et ça, c'est exactement pareil. Le cours de bourse est corrélé aux revenus, quand même. Alors, oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, on est d'accord. Vous me dites collatéral, c'est-à-dire pour moi, c'est la valeur de réserve. Un peu pourquoi ça ne peut pas tomber à zéro, en gros ? C'est ça un peu la question, puisque souvent, les gens disent « oui, mais sa valeur peut tomber à zéro ». Moi, je vous dis que non, parce que d'abord, il n'y a pas d'exemple qu'un réseau qui se développe sur Internet, un réseau peer-to-peer, disparaisse. On ne parle pas, Pierre, on ne parle pas ensemble de la valorisation de Bitcoin. Ça, pour le coup, voilà. Et vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est... Qui va porter le risque ? Qui, à un moment, le crédit, encore une fois, c'est le vecteur de la création de richesse. Voilà, on va le dire comme ça. C'est un vecteur. C'est un vecteur. Qui porte le risque pour Bitcoin ? Les gars vont se comporter comme des banquiers. Comment voudriez-vous qu'ils se comportent autrement ? Oui, tout à fait. Le risque, c'est vous qui le portez. Vous êtes votre propre banquier avec Bitcoin. En fait, c'est même la seule promesse de Bitcoin, c'est vous dire, vous pouvez être votre propre banque. Vous pouvez aussi faire appel à Premium. Mais pour ça, il faut que je les ai, ces bitcoins, pour être mon... Bien sûr, il faut les échanger, il faut les gagner, il faut vous faire payer en bitcoin par votre employeur, il faut vendre quelque chose contre des bitcoins, il faut peut-être acheter des bitcoins avec des euros, pourquoi pas. Ça c'est ce qu'on permet sur Premium. Mais donc c'est pire que l'héritage. C'est-à-dire, c'est comme l'or. L'argent va à l'argent. C'est ce que je vous disais, c'est comme l'or. Vous pouvez avoir de l'or investissement, vous pouvez avoir un lingot, vous pouvez avoir Mais comment je pars de rien à ce moment-là avec bitcoin ?
À partir de rien, je pense que personne ne part de rien. Enfin, si, avec le crédit. Alors, si, avec les banques. Avec le crédit, alors, si on prend l'exemple des États-Unis où on prête de l'argent aux étudiants pour financer leurs études, certes, quand ils sortent de leurs études, ils peuvent emprunter, mais ils se sont endettés même avant pour avoir leur diplôme. Donc, partir de rien, aux États-Unis, on a des gens maintenant qui partent avec une dette dans la vie professionnelle. Donc, c'est vous dire que c'est pas Bitcoin qui change ça. Ça, je suis d'accord. Et je vous ai dit, l'euro, enfin pour moi, l'euro en tout cas doit continuer à jouer ce rôle, comme vous avez souligné, de financer des projets qui ne peuvent pas être financés autrement finalement. Et par contre, tout ce qui peut être financé autrement que par la dette, à mon avis, pourrait l'être par l'émission de nouvelles monnaies, ou par ce qu'on appelle Friends and Family, c'est-à-dire le financement par des entreprises non financières. Love money, on dit aussi. C'est J'aime ça. bien love Mais money. la différence entre un prêt de votre entourage et un prêt bancaire, c'est qu'il n'y a pas de création monétaire dans le cas d'un prêt de votre entourage. Tout à fait d'accord. Donc moi, j'encourage les gens à prêter, à trouver donc des financements dans leur entourage dans une première étape, et éventuellement dans une deuxième étape, se donner le choix d'emprunter ou d'émettre une nouvelle monnaie. C'est juste ça que je préconise. Pierre, et là, je suis ravi de cet entretien parce qu'il est très... Parce que quand je vous ai lu, il y avait des trucs quand même qui étaient un peu limites, quoi. Quand vous écrivez l'indice des prix de l'INSEE biaisé pour nourrir la propagande des banques... Enfin, c'est quand même, c'est un siècle d'histoire de la statistique, l'INSEE. Alors, l'INSEE, je connais un petit peu, parce que j'ai pas mal d'anciens... Non, je comprends, c'est l'histoire de l'immobilier que vous allez mettre dedans. Mais... Non, c'est l'inflation. Si vous voulez, à partir du moment où on dit, le charter de la BCE, c'est de faire un stablecoin donc qui maintient l'inflation dans tel pourcentage. Ouais, la question devient comment je calcule l'inflation. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Non, bien sûr. Ce calcul-là n'a rien de transparent et relève de l'arbitraire total. C'est-à-dire que si vous intégrez... Oui, mais justement, sur le logement, vous dire... Vous savez, non, on ne va pas partir là-dessus. Je voulais juste rendre hommage à un siècle d'études statistiques en France qui font de l'INSEE sans doute l'outil le plus performant du monde. Des très bons statisticiens. Et pas un instant, ils accepteraient de vendre pour une poignée de lentilles aux banquiers un once de leur science statistique. Voilà. Je suis d'accord avec vous sur la qualité de leur science. Par contre, qu'ils soient sous influence de leur donneur d'ordre, et en l'occurrence c'est le gouvernement qui est l'État qui demande des statistiques et qui est dépendant des banques elles-mêmes. Donc c'est le problème du monopole, si vous voulez, Stéphane. S'il n'y avait pas de monopole, il n'y aurait aucun soupçon sur l'INSEE, parce que du coup on aurait une saine concurrence et de la transparence. Et tout ce qui est microcrédit, crowdfunding, enfin tout ce qui est inventé en ce moment. Ça c'est des prêts non bancaires. Typiquement tout ce qui est microcrédit, si vous voulez, c'est du prêt sans création monétaire. Au contraire, on en fait tout le temps. Si vous voulez, et donc il n'y a pas besoin du Bitcoin pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que si vous voulez collecter à l'échelle mondiale, si vous avez un projet local, vous voulez faire appel à des investisseurs dans le monde entier, parce que votre projet local a une vraie portée, quelqu'un social ou autre, eh bien, avec Bitcoin, vous allez pouvoir recevoir des contributions de gens qui sont à l'autre bout du monde. Si vous voulez mettre ça en place avec des euros... Il y a des tas d'organismes de microcrédit vous aurez qui le permettent aujourd'hui. Vous savez, j'aurais dû noter les noms, mais il y en a qui sont fantastiques, qui vous font financer des projets partout dans le monde. 10%, qui prennent 10% des fonds levés, et avec des délais, des contraintes réglementaires très fortes, qui font en fait, ce genre de projet ne peut avoir lieu que dans des pays développés. Je peux financer du crowdfunding en Inde, je peux financer quelqu'un au Gabon, n'importe où, avec du Bitcoin. Je ne peux pas le faire autrement. Donc vous changez la donne, en fait. C'est là où Bitcoin est un game changer, parce qu'il va changer la donne pour un tas de gens qui ne sont pas vous et moi, je le précise. Alors, on est au bout de cet entretien, j'en suis désolé, vous reviendrez, c'est passionnant. Pour ça, il faut quand même qu'à un moment, ça se stabilise un peu, non? Alors, l'aspect volatilité... Non, mais rapidement, réponse rapide. D'abord, ça va arriver, parce que l'adoption augmente chaque année, donc forcément, ça va introduire une forme d'inertie et de stabilisation. Cependant, vous pouvez utiliser le réseau Bitcoin dans toutes ces qualités qu'on vient d'évoquer, et changer au debout de la transaction en stablecoin, si vous voulez, en euros ou dans la monnaie locale. C'est dans l'instant de raison que vous faites la transaction. Pourquoi? Parce que Bitcoin est liquide. Le plus important pour Bitcoin, c'est qu'il soit liquide. Qu'il soit volatile, c'est un épiphénomène que d'ailleurs nous ne maîtrisons pas. Mais par contre, qu'il soit liquide, ça permet, dans l'instant de raison, de convertir avec un stablecoin à chaque bout de la transaction. Donc à ce moment-là, on utilise le réseau Bitcoin. Donc là, c'est 1000 milliards à peu près, la capi du... À peu près, oui, tout à fait. Ça veut dire... Personne ne peut en prendre le contrôle. Parce que j'ai vu la communauté Bitcoin se féliciter de ce qu'avait fait Elon Musk.
Mais moi, je pensais que c'était une catastrophe pour vous, finalement. Qu'un type, un seul avec un tweet, fasse bouger le cours de monnaie comme ça. Oui, ça, c'est le côté... Mais ça, c'est vrai de l'action. Vous pouvez faire ça sur une action à 1000 milliards. Oui, mais encore une fois, comparez pas avec une action. Il n'y a pas que le Bitcoin. Votre enjeu, c'est une monnaie. Oui, tout à fait. Mais c'est une personne monnaie. ne peut faire ça avec une monnaie. Mais on peut faire ça avec l'or, si on veut, si vous voulez. George Soros a fait ça sur la livre sterling. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est vrai. Non, c'est fini, ça. Mais ça, c'est peut-être parce que Bitcoin n'a pas atteint, justement, son prix. On est encore dans la phase de découverte du prix. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas un gars multimilliardaire qui pourra en prendre le contrôle. D'ailleurs, Elon Musk a eu une influence, certes, mais très temporaire. Et en plus, il influence des gens qui sont plutôt, à ce moment-là, peu avertis. Ceux qui sont depuis plus longtemps sur le sujet ne vont pas se laisser impressionner par ce que peut dire quelqu'un comme Elon Musk. Merci Pierre, c'était très intéressant. Merci à vous, Stéphane. Pierre Noisa, donc cofondateur de Paymium, dont on ne saura pas s'il est multimillionnaire, mais je l'espère pour lui. On continue, les amis. On repart, les amis, on repart avec Johanna Bolander qui est avec nous. Bonjour Johanna. Bonjour. Ravi de vous recevoir, de te recevoir. Donc merci e-commerce. Moi, je voudrais... c'est opportuniste dans le bon sens du terme. Voilà. Ouais. C'est août 2020, c'est ça, hein, que tu t'es lancé. Alors d'abord, chapeau, se lancer en août 2020, voilà. Dans un contexte un peu particulier. Nous, c'est juin 2020 qu'on s'est lancé. Ouais. Tu vois, voilà, donc, on était au même moment, aux mêmes endroits. Exactement, au son du canon, comme ils disent aux États-Unis. Donc, vas-y, raconte un peu le déclic, la démarche, et ensuite on parlera de ce que doivent faire les commerçants justement pour se relancer. Tout simplement, donc en août, je me réveille. Donc mon parcours, ma formation initiale n'est pas du tout liée au e-commerce. Je me réveille, donc moi j'ai fait des lettres à l'école normale supérieure, donc on est vraiment sur quelque chose de radicalement... L'école normale supérieure, oui, la vraie, là ? Oui, la vraie, celle qui est à Paris, oui, tout à fait. Oula. Donc j'étais étudiante, je termine mes études. Immense respect, je tiens à le dire. Merci, c'est gentil. Vraiment. Mais bon voilà, évidemment mon papa, commerçant, antiquaire, qui est à la maison pendant le confinement qui est annoncé. Et je le vois donc dans une forme de, voilà, un petit peu désœuvrement. Il ne travaille pas, il ne fait rien. Donc je me dis, voilà, on va travailler ensemble sur comment je vais pouvoir te transmettre des compétences dans le numérique pour que tu puisses digitaliser tout ton métier d'antiquaire, d'antiquité, pour mettre en ligne tes produits, utiliser un petit peu les réseaux pour communiquer. Et naît Merci e-commerce, tout simplement. Il ne le faisait pas du tout. Très peu, ou d'une façon un peu prudente, ou en déléguant une certaine partie des tâches à des enfants de la famille, des cousins, voilà. Il considérait qu'il fallait avoir 20 ans pour faire du numérique, ce qui est voilà, la première des énormes erreurs. Oui, voilà, on dirait que c'est un préjugé, la difficulté, voilà, le niveau de difficulté qui est un frein et un petit préjugé, alors qu'en réalité, on est sur des pratiques et des techniques assez simples, même assez ludique, assez... Voilà. Non, mais attends, on va y aller dans le détail, mais entre aider papa dans le désœuvrement, et il est antiquaire en quoi? Qu'est-ce qui... Et mon père a 2 boutiques au Puce de Saint-Ouen. Donc j'ai un fort attachement en fait à l'antiquité. Des meubles, de l'art déco. L'art déco, art déco, avec évidemment toute une entrée un peu fine, des objets qui vont être tendance, donc il y a du nordique, du scandinave en ce moment, bon voilà. Vous connaissez, peut-être que vous faites un tour par là-bas. Non, pas du tout. Non, ça m'intéresse, tout m'intéresse. À partir du moment où c'est spécifique, oui, ça devient mon entrée a été un peu singulière. Donc, d'ailleurs, on a de très bonnes relations avec le marché aux puces, puisque je suis assez présente dans le marché pour conseiller des marchands, enfin, voilà, et un peu mener un peu mon combat là-bas. C'est aux antipodes. On a l'impression, donc, e-commerce, digital, BIM, Alibaba, Amazon... Marché aux puces, on a l'impression des 2 extrêmes du commerce, en fait. C'est vrai, tout à fait. Mais voilà, c'est des extrêmes qui, aujourd'hui, ont leur place. Et le digital a apporté beaucoup de valeur à la proximité. Hein, quoi qu'on puisse aujourd'hui constater, ça va redynamiser toute une partie de cette activité-là. Et le marché aux puces lui-même s'est énormément mobilisé pendant la période de confinement, puisqu'il a dû fermer. Ouais. Pour vous donner cet exemple-là, donc le marché aux puces n'était plus du tout accessible. Hein, les marchands ont dû fermer, ont dû perdre beaucoup en volume d'activité. Et pour vous dire un peu les directeurs de marché, donc il y a quand même 1200 marchés aux puces de Saint-Ouen. Donc aux puces. 1200 marchés, c'est-à-dire 1200 boutiques. 1200 marchands, excusez-moi. 1200 marchands. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, avec quelques marchés très très spécifiques et dédiés à des 1200, sujets. Mais oui, dit-on. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Donc c'était volets fermés et ils ont dû organiser une marketplace. Enfin beaucoup de sujets en fait digitaux et on était un petit peu associés à ça. On conseillait et on formait surtout, puisque moi c'est mon entrée, la formation des publics commerçants. 1200 marchands, ça veut dire que c'est des centaines de millions d'euros le chiffre d'affaires de. Ah oui, incroyable. Et puis même les loyers, donc vous savez,
savez, c'est voilà, toute une chaîne de valeur qui s'écroule. Bon, mais alors donc, toi, derrière, tu décides de faire une école quand même. Exactement. Donc moi, j'ai décidé de fonder une école. Voilà, une école de formation professionnelle adulte dédiée au soutien des publics commerçants. Voilà, pour leur digitalisation, pour leur approche du e-commerce et du numérique. Donc concrètement, ça passe par des programmes en présentiel à mon école. Donc on est dans le 10e, on n'est pas très loin, mais on est quand même... Donc, voilà, dans le 10e, on a une très belle école qui est une ancienne industrie textile qui a été reconditionnée et un petit peu... Mais pourquoi en présentiel ? Parce que en fait, la proposition de valeur en e-learning, en distanciel, voilà, on en parle beaucoup, on l'a fait évidemment, on en parle beaucoup, mais dans ce contexte-là, qui est assez singulier avec la crise du Covid, avec la fermeture, l'isolement, le maintien à domicile, eh ben nous, on a décidé un petit peu de casser ces codes-là pour reproposer des salles de classe à l'ancienne, traditionnelles. Et donc, je vous avoue que c'est vraiment une sorte d'axe de succès majeur pour nous, qui est vraiment de proposer des salles de classe comme on a l'habitude. Mais enfin, tu t'adresses à des commerçants qui étaient fermés évidemment dans cette période. Qui étaient fermés, mais là, qui rouvrent. Qui rouvrent. La première des caractéristiques d'un commerçant, c'est qu'il n'a pas le temps. Pas du tout de temps. Pas le temps. Pas du tout de temps. Alors déjà pendant le confinement, il était en présentiel, donc il a pu réseauter. D'accord. Mais sortons du confinement. Et hors confinement... Parce que tu es parti pour 20 ans là, avec ton école, enfin je l'espère. Oui. Mais voilà, donc. Et hors confinement, on a toujours nos programmes qui courent en e-learning et en distanciel. Ah, évidemment. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc on a ces 3 formats qui un peu se complètent comme ça. Pendant le confinement, on avait vraiment cet axe présentiel qui a un peu surpris également des collègues, d'autres organismes de formation qui eux vraiment me disaient non, l'e-learning, le distanciel, c'est vraiment là que ça a développé. Et justement, nous, on n'a jamais été aussi plein avec autant de demandes. Enfin, dites-vous bien, mon école, elle fait 300 mètres carrés grâce à ces 2-3 derniers mois de confinement présentiel. Et comment tu as trouvé tes formateurs ? Les formateurs, tout simplement, en passant des annonces pour avoir des formateurs à la fois compétents dans les problématiques marketplace, numérique, digital, introduction au digital, nouvelles techniques, marketing, inbound, outbound, réseaux sociaux. Bon, ça c'est la partie qu'on maîtrise mieux en tant que jeune génération, on va dire. Non. Mais non. En plus, je crois pas. Mais tu me fascines, Johanna, parce que tu sortais donc de la rue d'Ulm, c'est ça ? Oui, c'est ça. Classique ou moderne ? Moderne. Moderne, lettre moderne. Donc, tu es quand même aux antipodes des marketplaces, de Miracle, je sais pas, de j'ai l'ensemble. Tout appris, c'est clair. J'ai tout appris par moi-même. Malheureusement, ça m'a passionnée. Fatalement, je me retrouve là. Si mes collègues me voient, d'ailleurs, je les salue. Mais oui, tout à fait. Et c'est fantastique. Après, je n'étais pas très loin de l'enseignement. Parce que normalement, je ne suis pas très loin non plus. Oui, normalement, ton parcours, c'est être agrégé. Et puis ensuite, soit tu fais de la recherche, soit tu es prof d'abord lycée, et puis ensuite en université, en fonction de la façon dont ça se passe. Exact. Et donc, c'est un switch total. Non, mais c'est-à-dire quand on a les études supérieures, alors surtout Normal Sup. Certaines études. On apprend à travailler. On apprend à apprendre. C'est vrai, à s'intéresser également. Et une fois qu'on... Ouais, voilà. Tout à fait. Et donc, on est capable de devenir expert e-commerce en 3 mois, quoi. Voilà, alors moi j'ai, on va dire, piloté... Tu es entouré d'experts, voilà. Exactement, c'est ça. Je m'entoure d'experts aujourd'hui, donc je forme également sur certains programmes. Je me suis entourée de personnes qualifiées. Aujourd'hui, j'ai 7 formateurs, donc ils sont globalement tous indépendants, évidemment. Puis ils enseignent, c'est les meilleurs. Vraiment, j'ai pris des personnes extrêmement qualifiées, puisque j'avais besoin justement d'aller chercher des compétences, j'ai cherché des compétences vraiment de pointe qu'on trouverait dans des grandes organisations. Alors sur quoi, par pour les proposer à des artisans et des commerçants. Donc c'est vraiment dans cette idée-là de vulgariser également des savoirs numériques. Je vous donne un exemple. Vas-y. Par exemple, tout simplement, j'ai accompagné de nombreux artisans. J'ai accompagné des restaurateurs, vous savez, des gérants de restaurants, bistrots, etc., qui avaient des problématiques, par exemple, de click and collect ou de réservation. Ouais. Donc, vous savez, ils ont été encouragés à organiser du click and collect, organiser de la réservation, de plats emportés. Mais ils n'avaient pas, si vous voulez, la stratégie d'ensemble qui leur permettait vraiment d'organiser une offre commerciale intéressante. Ils ont parfois perdu même un petit peu d'argent en restant ouverts. Ouais. Nous, on a proposé, on a un programme qui s'appelle Ma Première Boutique en ligne, qui leur a permis, spécialement dédié aux restaurateurs, qui leur a permis de prendre un petit peu de recul pour structurer une offre commerciale intéressante. En travaillant avec des plateformes de vente en ligne,
hein, évidemment, c'est très, très développé. Ou alors en proposant des outils de réservation, évidemment des ensembles en fait, qui leur permettaient de structurer leur offre et de suivre leurs commandes, leur clientèle, de relancer, de démarcher. Voilà. Tu es dans le cadre de... le nom m'échappe. L'école du numérique, l'école nationale du numérique, comment s'appelle l'organisme qui fédère en fait énormément des formations digitales aujourd'hui. Il y a France Num qui est à Bercy. Peut-être. Sinon, tant pis, je la retrouve pas. Non, oublie cette histoire. C'est avec eux, en tout cas, quand j'avais discuté, quand le sujet il a passionné tout le monde, qui me parlait d'un métier qui pourrait être absolument génial, une sorte de couteau suisse. Oui. Le gars qui a une formation basique de tous les grands éléments du numérique et qui peut s'occuper d'un quartier, en fait. Il est chez lui, dans son quartier, ses clients sont les commerçants du quartier et il les aide. Enfin, il faut une assistance quand même. Tout à fait, une sorte de consultant, mais à l'échelle locale. Exactement. Pour le site internet, pour les réseaux sociaux, pour tout un tas de choses. Parce que, encore une fois, les gars n'ont pas le temps. Ils bossent. Oui, une sorte de, on va dire, un webmaster assez polyvalent. Voilà. Assez polyvalent qui pourrait conseiller, accompagner, coacher. Exactement. Tout à fait. Bon, ça, c'est des métiers qu'on trouve assez peu. C'est des métiers qu'on trouve assez peu parce que généralement... Mais qui sont appelés à se développer, comment je pense. Nous, on a déposé un titre auprès de France Compétences avec l'école. Donc, nous, on a une entrée e-commerce. On est vraiment assez seul. Hein. Donc, dans des démarches vraiment qualité comme nous, on a, agréé comme nous, on a avec le ministère du Travail, Pôle emploi, etc. On est assez seul. Parce que voilà, le e-commerce, ça n'a pas été vraiment un lieu de formation en tant que tel avant la crise. Donc on est assez seul, on a déposé un titre justement qui... Ça veut dire quoi, déposer un titre? Donc c'est auprès de France Compétences, vous pouvez déposer des titres RNCP, RS, qui sont des titres métiers, si vous voulez, titres... Sorte de brevet de formation. Voilà, exactement, de titres compétences officiels, reconnus par l'État. Et donc le titre c'est création et optimisation de sites web e-commerce. Et voilà, donc ça va être des personnes qui vont avoir ces compétences-là, qui vont pouvoir, si vous avez un besoin ou une demande sur une problématique, pas de niveau, on va dire, d'un développeur informatique, évidemment, mais pouvoir vous accompagner, vous aider, vous débugger. Hein. Vous savez, parfois, on a des bugs tout à fait récurrents, et bon, voilà. Mais je vous donne un autre exemple. Rapide. 40 secondes, Johanna. Voilà, un autre exemple qui était vraiment marquant, mais vous savez, on a fait une étude de marché avant de se lancer, Opus de Saint-Ouen, et on a remarqué que 11% des commerçants, on a interrogé 345, j'étais pas seule, c'était un long moment, 11% des commerçants avaient de la donnée client, avaient des bases de données clients. Uniquement 11%. Ouais. Les autres... Ah oui, non, mais ça, alors... Non, aucune information sur même pas une adresse mail, quoi. Même pas une adresse mail. Même pas si c'était un client, un touriste, un client français. Absolument. Rien, aucune information. Johanna, bravo. Merci beaucoup. Tout ça me bluffe. Johanna Bolander, donc, merci e-commerce, était notre invitée sur Bismart.